L'Euro 2012 commence demain. Compétition organisée à la fois par la Pologne et par l'Ukraine cette année. Côté polonais, pas de problème. Côté ukrainien, c'est autre chose. L'Ukraine est montrée du doigt depuis la condamnation de Yulia Tymoshenko, l'opposante, ancien Premier ministre. Avant d'aller plus loin, nous partons pour Kiev. Nous sommes en direct avec Bruno Cadenne, envoyé spécial de France Info. Bonjour Bruno. Bonjour. Cette compétition est capitale, aussi bien pour la Pologne que pour l'Ukraine. D'ailleurs, les deux pays ont déposé dès le départ une candidature commune. Oui, et cette candidature commune de la Pologne et de l'Ukraine est tout sauf le fruit du hasard. Les deux pays ont un long passé commun, plus de 5 siècles réunis au sein du royaume de Pologne. Et dans son histoire, l'Ukraine a passé en fait plus de temps avec la Pologne que sous domination russe. Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, où se dérouleront des matchs de cet Euro, était d'ailleurs encore polonaise entre les deux guerres mondiales. Donc lorsque les deux présidents de l'époque, le polonais Aleksander Kwaśniewski et l'ukrainien Viktor Yushchenko, avaient déposé le dossier de candidature commune, les choses étaient claires. Il s'agissait au nom d'un passé commun de préparer un avenir commun au sein de l'Europe. La Pologne voulant servir d'exemple d'intégration européenne à son voisin ukrainien. Le problème, c'est qu'au moment où va s'ouvrir l'euro, la réalité est devenue différente. Candidature commune, donc, de la Pologne et de l'Ukraine. Ensuite, les chemins des deux pays ont divergé, Bruno Cadenne. Oui, la Pologne a suivi son tableau de marche. La croissance économique de 4% lui permet de se présenter comme un tigre dans l'UE. Une classe moyenne prospère est apparue et surtout le pays est optimiste et peut-être pour la première fois dans son histoire récente, confiant en son avenir. En Ukraine, le tableau est différent. Certes, là aussi, l'économie décolle avec plus de 5% de croissance l'an passé, mais le rêve d'intégration européenne est en panne. En cause, on en a parlé, l'emprisonnement de l'ancienne première ministre et égérie de la révolution orange, Yulia Tymoshenko. Un emprisonnement pour raison politique d'après l'opposition, comme une revanche des perdants de la révolution orange, revenus désormais au pouvoir. Conséquence, la signature de l'accord d'association entre l'UE et l'Ukraine est suspendue, et l'Ukraine, qui souhaite faire de cet euro une vitrine de sa marche vers l'intégration européenne, est bien embêtée. Alors il ne leur reste plus qu'à espérer une organisation sans faille pour redorer son image de marque. C'est en tout cas ce qu'espère le peuple ukrainien. Bruno Cadenne, en direct de Kiev pour France Info. Pascal Boniface, vous entendiez Bruno Cadenne. Pensez-vous que l'emprisonnement et la condamnation de Yulia Tymoshenko, alors que l'euro va commencer là dans quelques heures, pensez-vous que cela peut être comme un caillou dans la chaussure de l'Ukraine? Un gros caillou effectivement, parce que... Au-delà de la compétition elle-même. Oui, bien sûr, parce que le reste des relations de l'Ukraine avec les pays de l'Union européenne sont conditionnés par le sort qui est fait aux prisonniers politiques. Et donc, les pays européens ne vont pas lâcher l'affaire. Il y a un accord d'association qui a été en vue entre l'Ukraine et l'Union européenne, des investissements assez lourds. L'Ukraine a besoin de cela parce que, comme l'a dit Bruno Cadenne, l'Ukraine qui regorge, qui est un pays potentiellement très riche de par ses matières premières agricoles ou minières, en fait, est dans un état vraiment très catastrophique, alors que la Pologne performe bien. Et lorsque l'euro a été co-attribué à la Pologne et à l'Ukraine en 2007, on avait des questions sur la Pologne, les partis populistes étaient très puissants, ils devenaient anti-européens, alors que l'Ukraine était sur une pente ascendante. La révolution orange, maintenant, c'est l'inverse, effectivement. La Pologne est un pays qui est le plus engagé dans la construction européenne, qui marche bien, alors que l'Ukraine est en régression politique et économique. Et puis pour l'Ukraine, il y a aussi le symbole, le football. En Ukraine, ça compte énormément et depuis très longtemps. Depuis très longtemps, parce que même du temps de l'Union soviétique, le football était une façon d'exister contre les Russes. Les matchs entre le Dynamo Kiev et le Dynamo de Moscou étaient autre chose que des matchs de football, et le nationalisme ukrainien qui était interdit partout pouvait survivre à travers le football. Et puis il y a aussi cet exemple de cette grande équipe ukrainienne décimée après un match contre les nazis pendant l'occupation allemande. François Hollande a confirmé qu'aucun ministre français n'assisterait à un match en Ukraine. Boycott politique, pas de boycott sportif. Est-ce que ça marche, le boycott politique des grandes compétitions? Oui, ça marche. Enfin, bien sûr, ce n'est pas le simple boycott qui va faire céder le pouvoir ukrainien sous Madame Tymoshenko, mais on est dans une bataille sur le long terme, on est dans les symboles. Y aller aurait été, et surtout être pris en photo avec le président ukrainien, ce qui n'aurait pas manqué d'être, aurait été effectivement une victoire pour le régime. L'absence ne va pas lui faire perdre la face immédiatement, mais il y aura des débats, il y a des élections législatives en Ukraine en octobre, et tout ceci va compter. Mais il est vrai que les opposants disent venez plus tôt, et protestez. Mais il est quand même difficile pour des ministres étrangers de venir dans un pays pour mettre en accusation le pays. Cela ne se fait pas traditionnellement. Le boycott politique de grands événements sportifs,
on l'a déjà vu, on l'a déjà vécu. Je pense notamment aux Jeux Olympiques que vous connaissez bien. Oui, alors c'est une grande tradition, effectivement. 76, les pays africains qui boycottent les Jeux de Montréal pour protester contre la présence de la Nouvelle-Zélande qui a été jouée en Afrique du Sud. 80 surtout, le boycott des Jeux de Moscou, décision de Carter après l'invasion soviétique en Afghanistan. 84, boycott des pays communistes pour les Jeux de Los Angeles. Ce que l'on voit aussi, c'est que ça ne marche pas. Le boycott sportif, ça ne marche pas, à la seule exception du boycott qui avait été instauré pour l'Afrique du Sud, qui a effectivement été prise à la gorge. Mais dire aujourd'hui, plus personne ne boycotterait de façon sportive un événement parce que le pays qui boycotterait se pénaliserait lui-même. Et il faut remarquer qu'en 80, Carter d'un côté demande aux sportifs de ne pas aller à Moscou, mais continue de vendre du blé à l'Union soviétique, ce qui alimente et la population et également l'armée soviétique présente en Afghanistan. Bon, le sport, c'est tout sauf du sport. Ah ben c'est le sport, c'est aussi du sport quand même, c'est avant tout du sport, mais c'est également politique. Et par rapport à la théorie du CIO disant qu'il ne faut pas mélanger sport et politique, il y a toujours eu un mélange parce que le sport réunissant tellement de monde, les enjeux sont par définition politiques. Merci Pascal Boniface. Le premier match de la France dans cette compétition, ce sera lundi face à l'Angleterre. Je signale également, Pascal Boniface, votre dernier livre, Géopolitique des Jeux Olympiques, édité chez Jean-Claude Gazevitch. Merci à vous.